Bienvenue dans le podcast captivant « Ceci n'est pas du coaching ». Ici votre animateur François Deschamps. On explore ensemble la liaison fascinante entre la science cognitive et le développement professionnel dans le monde des affaires. Avec une approche unique et éclairée, ce podcast vous amène dans un voyage passionnant à la découverte de votre voie unique en affaires. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast « Ceci n'est pas du coaching ». Ici François Deschamps, votre hôte, et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver, très chers auditeurs, très chères auditrices, pour un autre épisode de mon podcast qui s'adresse aux entrepreneurs qui sont en goût, en désir profond de s'améliorer, de se développer et de faire du voyeurisme dans la vie de nos invités. Et aujourd'hui, comme invité, j'ai le plaisir de vous présenter Geneviève Lavigueur. Donc, une personne que je connais depuis déjà un bon moment, une figure inspirante du monde des affaires et de la santé. Née d'une famille d'entrepreneurs, Geneviève a toujours baigné dans cet esprit-là d'initiative et de leadership. Elle s'est distinguée dès son jeune âge par ses talents dans le domaine du sport et dans l'excellence académique. Possédant un baccalauréat en kinésiologie et un MBA de la John Munsell School Business, elle brille dans tous les rôles où elle a l'occasion de s'accomplir. Donc, que ce soit dans le domaine sportif, dans le domaine familial ou dans le domaine de la gestion du patrimoine. Aujourd'hui, Geneviève œuvre comme conseillère. Elle utilise toute son expertise et son bagage académique pour améliorer l'attractivité des entreprises québécoises à travers des stratégies d'avantages sociaux. Grande capacité à équilibrer les exigences professionnelles tout en étant une mère dévouée et une source d'inspiration et une leader influente dans son domaine. Geneviève, bonjour. Bonjour François, merci d'être là aujourd'hui et de l'invitation. Ben merci à toi de prendre ton temps parce que je sais que tu as un emploi du temps qui est très chargé, un bon agenda. Et bien entendu, je parlais à l'instant d'obligations familiales, d'obligations parentales, d'obligations aussi au niveau du travail. Et on va parler aussi de formation continue aussi à l'intérieur de notre entretien aujourd'hui. Donc, un carnet de route qui est très chargé. Exact. Excellent. Je suis prête à discuter longuement avec toi, François. C'est bon, ça. Bien, merci beaucoup. Donc, parle-nous... Je suis sur les origines familiales parce que, bon, tu viens d'une famille d'entrepreneurs. Au sein de cette famille-là, tu as eu l'occasion de t'accomplir, de te réaliser. Mais avant de parler de l'entrepreneur, ça a commencé comment et quand chez toi ce goût-là de te lancer, entre autres dans l'entreprise familiale, pour en arriver là où tu es aujourd'hui? Mais ça a commencé comment? En fait, je crois que ça fait vraiment partie de mon ADN. Dès mon jeune enfance, j'étais super intéressée par l'entreprise familiale. Peut-être pour revenir en arrière, puis pour les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, ma grand-mère a débuté son entreprise en 1962 dans le domaine du commerce de détail. Donc, vous comprendrez qu'en 1962, une femme entrepreneur en affaires, c'était très avant-gardiste, peu fréquent. Justement, là, la banque n'acceptait pas qu'elle signe des chèques. Mon grand-père devait l'accompagner et le faire pour elle. Elle était très insultée de ça qu'on m'a raconté parce que j'ai peu connu ma grand-mère, malheureusement. Mais je pense que j'ai beaucoup hérédité de ces grandes forces d'entrepreneurs, de l'intérêt qu'elle avait pour ça, d'être fonceuse aussi. Donc, par la suite, là, j'étais au primaire, je me souviens, j'étais relativement jeune. Mon père revenait du travail parce que vous comprendrez que mon père et mon oncle ont pris la relève de l'entreprise familiale. Ils ont grandi la business et en ont fait vraiment un succès. Puis, lorsque mon père rentrait du bureau, évidemment, il était fatigué. Il y avait moi, ma sœur un peu plus vieille, pardon. Puis, je lui demandais toujours comment allait sa journée. On avait vraiment comme valeur chez nous là, de souper en famille, d'avoir des discussions sur nos journées. C'était super important. Puis justement, c'est aussi une valeur que je suis en train de transposer avec mes enfants et ma famille. Mais faire un résumé, en fait, je lui demandais toujours comment allait sa journée.
Ah, ça a bien été, mais il y a une chicane d'employés. Tu sais, mon père, il était vraiment au niveau de la gestion des ressources humaines, gestion des forces de vente, puis au niveau de la comptabilité de l'entreprise. Donc, je posais toujours plein de questions. J'étais super curieuse de nature. Puis là, il me disait, Geneviève, écoute, je suis fatiguée, tu sais, papa a sa journée dans le corps, tout ça. Je suis ici pour être en famille et donc pas parler du bureau, mais c'était plus fort que moi. Papa, raconte-moi, comment tu as réglé ça? Comment ça, il y a une chicane? Comment ça, les employés se chicanent? Tu sais, j'étais super jeune. Donc, bref, ça fait vraiment partie de moi depuis que je suis très, très jeune. Ma sœur était évidemment aux soupers familiaux. Elle n'avait pas nécessairement cet intérêt-là. Elle est justement pédiatre aujourd'hui, donc elle a fait son chemin professionnel très différemment que du mien. Mais ça reste que j'ai beaucoup appris de ça par mes discussions avec mon père, par ses réponses. Puis là, plus je vieillissais, plus je comprenais. Puis plus je voulais en savoir, puis en plus, je le challengeais dans un sens. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas dit ça à tel employé, tout ça? Donc, on avait vraiment des belles discussions. Puis encore aujourd'hui, mon père, c'est quelqu'un de très important dans ma vie, autant au niveau familial, mais vraiment au niveau de mentor aussi pour moi, au niveau de mon entreprise, de la gestion de patrimoine, puis de bien me conseiller quand j'ai des décisions à prendre. Ce que j'entends ici, c'est pas ton père qui ramenait le boulot à la maison, c'est toi qui le sollicitais. Exact. Ma mère, ma soeur essayaient de le retourner dehors, le boulot, mais c'était plus fort que moi. Puis quand j'ai eu ça, en fait, on sortirait après le souper. Mon père me disait, regarde, on va aller dans le salon par la suite, puis on va en discuter. Mais pendant le souper, on va essayer de... Il a compris qu'il ne gagnerait pas là-dessus. Exact. On va essayer de respecter maman et ta sœur. Elle est trop curieuse de nature. Elle a une soif d'apprendre. Je vais étancher sa soif. Il faut que je lui en donne. Ah, c'est bon. Oui, exactement. C'est très bon. Mais dis-moi, dans ton parcours académique, pourtant, la première formation que tu as faite, c'est en kinésiologie. Mm-hmm. Qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a amené vers cette formation-là? Plusieurs éléments. Dans le fond, j'ai toujours voulu faire un MBA. Même encore une fois, là, je parle beaucoup de mon primaire, mais c'est parce que ça m'a suivi, veux pas, toute ma vie. À un moment donné, il fallait faire une présentation orale en avant et dire qu'est-ce qu'on voulait faire dans la vie. Puis ma présentation orale, je pense en 3e, 4e année primaire, j'expliquais que je voulais faire un MBA, bâtir mon entreprise ou peut-être éventuellement prendre la relève de l'entreprise familiale. Puis par la suite, bien évidemment, j'étais rendue au cégep en sciences santé pour m'ouvrir des portes. C'est ce qu'on me conseillait. J'étais très bonne à l'école, donc j'avais les notes pour rentrer en sciences santé. Puis, j'ai voulu rentrer, en fait, en physiothérapie, comme physiothérapeute à l'université. Ça prenait quand même une bonne cotère à ce moment-là. Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. C'était assez contingenté. J'ai quand même dû relever certains défis au cégep. Là, je suis allée au cégep en anglais au Champlain College. Puis, je peux pas dire que j'ai frappé un mur, mais un petit peu. J'ai toujours été très, très bonne à l'école. Là, ça a été plus compliqué, mes cours de physique. Donc, ma cotère était quand même très, très bonne, mais n'était pas excellente et non pas suffisante pour rentrer en physiothérapie. J'ai été sur la liste d'attente, je suis pas rentrée. Pourquoi la physiothérapie? Je me disais, ben écoute, tant qu'à aller me faire un bac en administration, si éventuellement je veux faire un MBA, j'avais discuté avec plusieurs personnes à l'université, puis on me dit, écoute, rendu là, le MBA, c'est un peu pour des gens qui veulent se partir dans l'entreprise, mais qui n'ont pas nécessairement fait un bac en commerce ou en administration parce que tu risques de revoir des choses plus avancées, mais des notions qui vont se répéter quand même. Donc, je me suis dit, parfait, je vais m'ouvrir les portes. Puis après ça, j'aurais juste l'embarras du choix par la suite avec un bac peut-être plus au niveau santé qui m'intéressait énormément. Tu l'as dit, là, on n'en a pas parlé en détail, mais j'ai toujours fait énormément de sport. L'être humain m'intéresse énormément. Ma mère est professeure d'éducation physique de formation. Je vous dis aussi, ma soeur est pédiatre. Puis, le corps humain m'a toujours beaucoup intéressée. Donc, lorsque j'ai pas été prise en physiothérapie, mon plan B était justement d'aller en kinésiologie. J'étais aussi beaucoup dans les salles d'entraînement, dans les gyms. J'aimais énormément faire de l'entraînement musculaire. Donc, je suis rentrée en kinésiologie à l'Université de Montréal. Après 1 an, mon plan était de, évidemment, continuer à avoir des bonnes notes, puis réessayer de rentrer en physiothérapie. C'est ce que j'ai fait. Je suis rentrée en physiothérapie, puis j'ai refusé d'y aller parce que j'étais trop passionnée de la kinésiologie. Puis je me suis dit, je vais faire confiance à la vie, puis je verrai. Peut-être éventuellement, je m'ouvrirai un centre sportif, un centre multidisciplinaire au niveau de la santé.
On ne sait pas, mais bref. Donc, j'ai décidé de finir mon bac. Il me restait juste 2 ans aussi pour avoir un bac en main. Puis je me suis dit, j'étais quand même, tu sais, on est assez jeune quand on sort de l'université. Donc, je me suis dit, rendu là, si je veux rentrer en physiothérapie avec un bac en main, je pourrais le faire. Je ne l'ai pas fait. Puis, je suis bien contente de mon parcours. Et il s'est passé combien de temps là, entre tes études en kinésiologie puis ton MBA? Y a-tu eu une pause? T'as-tu fait... Oui. Oui? Oui, il y a une pause d'environ 3 ans. J'essaie de me ramener en arrière, mais je dirais environ 3 ans. Pour entrer au MBA, en fait, on doit avoir une expérience sur le marché du travail. Sinon, ils ne considèrent pas du tout ta candidature. Puis, c'est pas une expérience sur le marché du travail à temps partiel, là. Donc, en tant que gestionnaire, en tant que, justement, responsable quelconque. Donc, peut-être pas un poste senior, mais honnêtement, presque. Même l'Université de Sherbrooke, c'est plus de 10 ans d'expérience sur le marché du travail dans un poste senior, donc je ne l'ai même pas considéré, là. Mais donc, j'ai travaillé de mémoire 3 ans, je dirais, à temps plein. Après ça, il y a un examen d'entrée d'admission très difficile qui est le GMAT à passer. Donc, j'ai aussi étudié pendant 1 an et demi sur ces 3 ans-là pour le GMAT. J'ai dû le refaire à 2 reprises. Puis, par la suite, j'ai envoyé, dans le fond, ma demande à John Molson et à l'Université de Montréal en anglais. Je tenais vraiment à faire mon MBA en anglais. OK. Une raison particulière? Oui, je voulais me rebaigner dans l'anglais. Comme vous avez vu, là, mon parcours, dans le fond, évidemment, primaire, secondaire en français, cégep en anglais. Je pense que c'est super important de parler anglais, d'être à l'aise aussi. Mon père me l'a toujours dit, puis il a toujours dit qu'il a un peu souffert de ça en entreprise parce que, désolé le terme, mais il baragouinait un peu son anglais. Ça ne l'a jamais arrêté, par contre, donc une de ses grandes qualités, mais il a toujours dit qu'il souhaitait que ses 2 filles soient parfaitement bilingues, que ça ne les freine pas à l'avenir, que ce soit dans la business, dans le travail ou même lorsqu'on voyage à l'extérieur. Donc, c'était vraiment une valeur qui avait été établie dès mon enfance à la maison. J'y croyais. Donc, par la suite de mon bac à l'Université de Montréal en français, je me suis dit, je vais aller faire mon MBA en anglais, réviser un peu mon anglais, puis ressortir un peu de ça, parce que je veux pas, je suis dans un milieu très, très francophone autour de moi. Donc, je peux pas le pratiquer très, très souvent. Donc, ça fait en sorte que je le perds un peu plus vite. Comme tu le voudrais. Exact. Dis-moi, t'es reconnu, je n'en parlais tantôt dans la petite intro, t'es reconnu comme étant une personne qui a un esprit d'équipe là, qui est très fort. Ton leadership était présent là, dès ta jeunesse, tu nous le partages à l'instant. Donc, leadership, esprit d'équipe, performance dans le domaine du sport. Mais comment ces compétences-là de leadership, d'esprit d'équipe, ont façonné la personne que tu es devenue aujourd'hui dans le marché du travail? À plusieurs niveaux. On parle de sport. Le sport, ça amène énormément de valeurs, dont la discipline, la persévérance, le fait d'être fonceuse. Donc, si on parle de sport, là, je me suis vraiment concentrée. J'ai fait énormément de sport, mais concentration, je dirais soccer et ski alpin. Je fais la compétition de ski alpin. J'ai joué au soccer au niveau intercité pendant plusieurs années. Et si je prends un exemple de course en ski alpin, ben, à un moment donné, quand tu tombes dans ta course, il faut que tu te relèves, tu remontes la gate que tu as manquée, puis tu redescends jusqu'en bas, puis tu as une autre course l'après-midi. Donc, tu te dis, OK, let's go, je relève mes manches, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui est arrivé, tu parles à tes coachs, tu refais la course, puis tu te dis que tu tomberas pas cette fois-ci, puis au contraire, il faut que tu ailles encore plus vite pour un peu rattraper ton temps du matin. Mais bref, ça, c'est de la persévérance, de la résilience, de croire en soi aussi. Ça amène beaucoup d'estime de nous-mêmes, que ce soit dans l'échec, puis de comment tu surmontes cet échec-là, ou que ce soit justement dans un succès de un week-end, j'ai super bien skié, j'ai bien couru. C'est tout aussi bénéfique, je pense, en termes d'estime de soi, là. On apprend beaucoup de ça. Travailler plus fort aussi pour arriver aux résultats souhaités, faire des compromis dans notre vie. C'est quoi ma priorité en date d'aujourd'hui? C'est ma cause de ski alpin ou c'est de faire le party avec mes amis? C'est toutes des décisions qui sont importantes puis qui forgent un caractère. Donc ça, c'est vraiment au niveau sportif. Au niveau professionnel, ben la liste est quand même longue aussi, professionnel, académique, mais j'ai toujours su bien m'entourer, que ce soit au niveau familial, au niveau de mes amis, au niveau de mes collègues. J'ai une facilité à tisser des liens rapidement avec les gens. J'aime l'être humain. Puis ça, c'est sûr que ça me suit encore aujourd'hui, puis ça va me suivre pour les prochaines 30, 40, 50 ans. Tu irais-tu jusqu'à dire que tu es une personne compétitive?
très compétitive. Moi, je te connais. Tu sais, les auditeurs ne le savent pas, mais c'est sûr qu'à t'entendre, on le sent à ton timbre de voix. Je suis super compétitive, super orgueilleuse, effectivement. C'est bon. Comment tu gères ça, cet aspect-là de ta personnalité, d'être compétitive comme ça? Ben, moi, je le vois de façon positive. Là, je pense que pour avoir une compétition saine, Oui. pour pas avoir une compétition malsaine, il y a différentes façons de gérer lorsqu'on a un esprit compétitif. Mais un esprit compétitif peut être un esprit d'équipe, puis de s'élever en équipe, puis de se donner des objectifs ambitieux, qu'on les atteigne ou pas, qu'on prenne action pour arriver à ces objectifs ambitieux-là. Ça va être quoi notre stratégie à court, moyen, long terme pour y arriver? Puis je suis une joueuse d'équipe, là. Donc, je pense que j'amène autant mon leadership que mon esprit de compétition, qui est aussi envers moi-même, finalement. Je l'amène autour de moi, puis je pense que c'est super motivant pour tout le monde qui travaille avec moi. Puis dis-moi, le fait d'être animé par cet esprit-là, là, d'être en compétitive, puis comme tu le dis, en compétition envers toi-même d'abord, parce que c'est une saine compétition de performance. Puis souvent, quand on parle de performance, bien, on parle de stress aussi. Donc, comment tu vis le stress, toi, à l'intérieur de ton mode de vie professionnel en étant dans un mindset de compétition comme ça? Mm-hmm. Je pense que c'est de conserver l'équilibre de vie, c'est super important. Là. Je travaille fort, mais j'essaye de travailler intelligemment, puis de façon productive, puis de m'écouter aussi. Donc, à un moment donné, tu ne seras pas tant plus productif en travaillant 80 heures semaine si tu ne travailles pas de façon intelligente. Puis si tu ne mets pas tes priorités aux bonnes places, puis si tu n'as pas de plan d'affaires puis de stratégie claire, que ce soit à court terme, donc ça peut être quotidiennement, là, dans le jour même, ça peut être au niveau hebdomadaire, au niveau mensuel, puis évidemment, après ça, trimestriel, annuel, bref, comprenez le principe. Donc, équilibre de vie dit quoi? Dit d'avoir, ben moi, selon ma personnalité, évidemment, là, on doit s'adapter aux personnalités de chacun, mais moi, c'est quoi mes passions? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Puis qu'est-ce qui fait que ça va aider justement à gérer ce stress-là ou de le rendre positif au lieu que ça devienne de l'anxiété puis que ça soit négatif, parce que le stress est assez proche de l'anxiété, on s'entend. Oui. Donc, de mon côté, c'est de passer du temps en famille. C'est super important que ce soit mes enfants, mon mari, mes parents, ma belle famille que j'apprécie énormément. Ça, c'est ultra important et je te dirais prioritaire, évidemment, par rapport à tout le reste dans ma vie. Ensuite, le sport. Donc, rester active. Moi, j'ai toujours dit, puis je le dis depuis des années, puis je l'assume amplement, c'est vraiment mon médicament. Là. Il dit, je l'apprends en kinésiologie, c'est prouvé. Là, le sport, justement, diminue le stress, l'anxiété, puis évidemment, au niveau de tous les avantages au niveau de la santé, ben je pense que c'est un no-brainer, surtout pour une passionnée de sport comme moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je joue énormément au tennis. Ça fait depuis une dizaine d'années. Ma nouvelle passion, c'est le tennis. Donc, je joue 6 heures semaine au tennis. Je joue compétitif. Tu seras surpris d'entendre ça. En double féminin. Puis, je joue encore au soccer dans 2 ligues. Donc, j'ai 2 games par semaine. Je cours les week-ends, je vais au gym, puis là, j'ai recommencé dernièrement depuis, je te dirais peut-être 2 mois, là, les cours de spinning. J'enseignais le spinning quand j'étais kinésiologue à l'époque. Donc, je suis revenue à mon ancienne passion. Donc là, je fais des cours de spinning 2 à 3 fois semaine. Donc, tu sais, si vous mettez tout ça ensemble, là, on s'entend que je ne travaille pas 50 heures dans la semaine. Mais quand j'ai travaillé bien, puis je suis ultra efficace et productive. Tu touches un excellent point. Parce que, tu vois, là, tu as beaucoup d'énergie, puis je te l'ai déjà dit, là, tu dégages une énergie. Mais moi, contrairement aux auditeurs, j'ai le plaisir de pouvoir te voir à l'écran, là, puis je vois tes yeux, ton regard de feu. Tu as les yeux de Maurice Richard sur la glace en action. Donc, oh, wow! Oui, c'est ça. Mon père va être fier d'entendre ça. Oui, tu as les yeux d'un Maurice Richard. Maurice Richard, là, le feu dans les yeux là, quand tu étais en action. Là. Mais en dehors de la patinoire, ben, c'est un gars qui était équilibré. T'sais, il possède du temps en famille, etc. Puis je pense que tu touches un point important. On pourrait être laissé emporter par ton énergie, mais il reste que tu es une personne équilibrée. Je le sais, je le vois. Puis dans tout ce que tu mentionnes, là, tu ne travailles pas 80 heures par semaine. Donc, le mot efficacité que tu soulevais tantôt est hyper important. Donc, l'idée que tu as adopté comme mode de vie
autant au niveau personnel que professionnel, c'est pas de faire plus, mais c'est de faire mieux. Donc, quand tu fais quelque chose, tu le fais bien, tu le disais, organisé, structuré, planifié, ce qui te permet d'avoir le temps qu'il faut. On va parler de ta famille, tes enfants un peu plus tard, là, mais ça te permet de faire du sport, de prendre soin de toi, de prendre soin de ta famille, des gens que tu aimes, que tu apprécies. Et il y a une étude américaine sur laquelle j'ai mis la main, là, c'est l'année dernière, qui démontre que dépasser 50 heures de travail dans une semaine, on tombe dans l'inefficacité. Et quelqu'un qui est à un 70-80 heures par semaine va produire moins que quelqu'un qui a 40 heures de travail dans sa semaine. Donc, on rallonge les journées, mais on vient réduire notre niveau d'efficacité. Donc, le mot ici, efficacité, là, il est très pertinent. Dis-moi, Geneviève, comment s'est passée ta transition de carrière? Parce que là, tu sais, là, j'entends, là, tu sais, on a des études en kinésiologie. Tu as effectué une transition vers la gestion du patrimoine, vers les ventes. Tu nous parles de ressources humaines aussi dans lesquelles tu as œuvré. Qu'est-ce qui a motivé cette transition-là? Puis quelles sont les compétences là, que tu as pu transférer d'un domaine à l'autre? Il y en a beaucoup, mais en fait, transition de carrière, je pense que c'est vraiment contextuel dans ma vie de jeune femme. Je tombe enceinte, je tombe en congé de maternité en 2016, je me suis remis en question, j'approchais le début trentaine à ce moment-là. Puis, c'est vraiment la motivation de relever les nouveaux défis qui m'a amené vers le domaine de services financiers. Évidemment, ce qui m'attirait énormément, c'est le fait de me partir à mon compte, donc de continuer d'être entrepreneur, mais la flexibilité d'horaire aussi qui m'amenait quand même une réflexion. Lorsque tu deviens maman, tu dois aller chercher ton enfant à la garderie, il peut tomber malade ou peu importe. Bref, ça a vraiment été la réflexion qu'on a fait, mon conjoint et moi. Puis, l'effet de ne pas gérer plus d'une centaine d'employés dans l'entreprise familiale, plusieurs beaux centres d'achat, plusieurs systèmes d'alarme qui peuvent sonner la nuit. Bref, je vous épargne les détails, mais ça amenait quand même moins de stress, beaucoup plus de flexibilité d'horaire pour être présente pour ma famille, puis aussi une façon de relever des nouveaux défis puis d'être épanouie à ce niveau-là. Donc, transition de carrière, lors de mon retour de maternité. En fait, pendant mon congé de maternité, je suis retournée aux études pour vraiment aller chercher tous les permis nécessaires en services financiers. J'ai débuté il y a de ça déjà plusieurs années à mon compte. J'étais une jeune femme en finance avec à peu près pas d'expérience au niveau de la finance, mais énormément de bagages, comme tu disais, là, comme je dirais, j'étais pas entrepreneur. Je l'étais puis je l'étais pas. Là, c'était vraiment mon père et mon oncle qui étaient actionnaires de l'entreprise, mais veux pas, je gérais quand même la force de vente et les ressources humaines dans l'entreprise familiale. Donc, tu sais, je pourrais tellement nommer une liste longue de transferts, d'éléments que j'ai appris, tu sais, juste au niveau de la gestion des ressources humaines. Lorsqu'on s'est mis à engager des employés, mon associé et moi, veux pas, j'avais vraiment un bagage élevé à ce niveau-là par l'expérience passée dans l'entreprise familiale de comment rencontrer des employés, comment faire du recrutement aussi, comment bâtir des entrevues. Ça n'amène pas la perfection, on peut quand même se tromper, mais ça reste que j'étais ultra à l'aise à ce niveau-là, peut-être un peu moins que mon associé. Lui, il y avait évidemment d'autres champs d'expertise, là. Donc, ça, c'est vraiment une transition, je pense, que j'ai utilisée énormément. Aussi, dans l'entreprise familiale, on a passé quand même rapidement là-dessus, mais j'ai une expérience comme conseillère à la vente à temps partiel quand j'étais au cégep derrière le comptoir. Donc, tout ce que j'ai appris au niveau de la vente, au niveau du conseil, au niveau de comment aborder les clients, d'être à l'écoute. On est psychologue quand on est à la vente, quand on est au conseil. Donc, c'est super important de bien capter ce qui est important par rapport à la personne qui est devant toi. Puis ça, c'est quelque chose que j'applique à chaque seconde de ma vie actuellement, puis dans les dernières années en gestion de patrimoine, parce que si je ne sais pas bien à qui je m'adresse, c'est quoi ses priorités, je finirai jamais avec cette personne-là comme client chez nous. Là. Oui. Et pourquoi le domaine des services financiers plutôt qu'un autre domaine? Pour différentes raisons. J'ai toujours adoré les chiffres, j'ai toujours adoré les mathématiques. J'en mangeais à l'école.
La prof m'appelait souvent parce que malheureusement, je dérangeais un petit peu la classe des fois. J'aime bien jaser. Puis, mais tu sais, elle m'appelait souvent pour un peu me focusser puis dire Johnny, viens faire le problème en avant. Puis j'adorais ça, tu sais. Des fois, je disais parfait, est-ce que tu veux que je crée un autre problème mathématique pour la classe? C'était peut-être un peu arrogant, mais bref, j'aimais quand même ça, c'est de la passion. Tout jeune aussi, je ne sais pas si vous avez connu, là, c'était le Microsoft Money. Donc, mon père faisait ses budgets puis gérait les finances familiales par Microsoft Money à l'époque. Donc, j'étais bien fière de faire mon Microsoft Money pendant que mon père faisait aussi son Microsoft Money. On était en face à la maison, dans le bureau, et je rentrais mes petites dépenses et mes petits revenus du primaire, les cadeaux de Noël que je recevais de grand-maman et grand-papa, qui étaient un 20 ou peu importe. Bref, ça vient quand même, ça vient pas de nulle part, là. J'ai toujours été passionnée par le budget, les finances. J'ai investi rapidement. Là, je pense que j'étais au cégep, j'ai commencé à investir dans mes REER. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi puis qui m'intéressait énormément. C'est moi qui allais à la banque voir ma conseillère en gestion de patrimoine. Mon père, il venait au début, là, mais c'est moi qui y parlais puis c'est moi qui posais des questions. Donc, ça dénote quand même l'intérêt que j'avais rapidement par rapport aux finances. Je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Oui. Et le volet curiosité t'anime toujours et toujours très présent chez toi. Mais puisque tu parles d'apprentissage, là, écoute, là, la kinésiologie, le MBA à John Monson School, OK, Business, le travail à plein temps à travers les 2 niveaux d'études et tu continues à étudier aujourd'hui. Donc, comment tu fais? C'est une bonne question, François. Même moi, des fois, je ne le sais pas. Mais je pense que c'est la motivation, persévérance, les objectifs, la discipline. Je veux dire, dans notre domaine, on est dans un domaine ultra réglementé. Donc, moi, j'ai débuté, tu en as parlé, tu sais, j'ai mon permis comme conseillère en assurance et rente collective. J'ai mon permis comme conseillère en sécurité financière. C'est un jargon qui est long, là, mais rapidement, je fais de l'assurance vie, assurance invalidité, assurance de personnes individuelles et je fais les avantages sociaux en entreprise. Donc, ça, c'est 2 permis qui demandent peut-être 4 examens, mais fois 2. Là. Donc, il y a comme les examens d'admission, puis après ça, tu vas à l'AMF faire les 4 autres examens et ensuite, tu fais un stage. Ça, j'ai tout fait ça en congé maternité. Des examens qui se font relativement bien. Par la suite, j'étais allée chercher mon permis comme représentante en épargne collective. Donc, ça, c'est au niveau des services financiers, au niveau des placements en fonds communs. Donc, j'étais rattachée à l'université à l'époque. Et je croyais que j'avais terminé d'étudier suite à mon MBA. Après ces multiples examens-là et mes licences, je me suis dit, parfait, c'est terminé. Tout va bien, on peut tourner la plage. Mais non, la vie m'a amené d'autres beaux défis. Honnêtement, je suis super contente. J'ai finalement eu l'opportunité d'acheter, on appelle ça un book là, dans notre domaine, un book d'affaires, dans le fond, en placement, mais en valeur mobilière. Donc, j'ai fait le saut en valeur mobilière avec mon associé actuellement qui est Antoine Chaume et qui est planificateur financier dans notre équipe. Puis, ben là, quand tu veux transférer en valeur mobilière, ben ça vient avec d'autres licences, évidemment. Donc, il y a 3 examens à faire pour obtenir cette licence-là. Puis après 30 mois, il y a 2 autres examens. Donc là, je suis en train de terminer justement mon 30 mois. Là, il m'en reste seulement un. Mais ça ne sera pas terminé après parce que je vais aller chercher ma licence de gestionnaire de portefeuille. On appelle ça CIM. Donc, c'est 2 autres examens. Et par la suite, je vais aller chercher mon titre de planificateur financier. Donc, je pense que, tu sais, ma grand-mère l'a toujours dit, puis je suis quand même en train de l'appliquer. Est-ce que c'est par volonté, par opportunité d'affaires ou par tout ça en même temps? Ma grand-mère m'a toujours dit, il ne faut jamais arrêter d'apprendre. La journée que tu arrêtes d'apprendre, Geneviève, c'est là que c'est terminé. Quelle parole sage. D'une grande sagesse, d'une très grande sagesse. Non, c'est vraiment très bien. Puis, dis-moi, quand tu t'es lancé là, en gestion du patrimoine, y a-t-il eu un moment décisif pour toi plus qu'un autre? T'as-tu eu des moments de doute, de dire, je m'en vais-tu à la bonne place? Fais-tu la bonne chose? Donc, comment ça s'est passé? C'est fou. Est-ce que j'ai eu des moments de doute? Honnêtement, la réponse est non. Est-ce que les gens dans mon entourage, non, mais mon entourage proche, les gens croyaient en moi puis ils se sont dit, elle va se débrouiller. Puis si c'est pas ça,
Je veux dire, j'avais quand même un MBA en poche, de l'expérience de travail. J'aurais pu me rediriger comme employée ailleurs ou peu importe. Là, tu sais, j'étais loin d'être mal prise. Mais je te dirais, des collègues à l'époque, lorsque j'ai débuté, ont mis quand même en doute mon départ en affaires. Mais au lieu que je croie à ce doute-là, ça m'a juste motivé, ça m'a challengé. Je pense que ça m'a juste élevé encore plus haut, puis je me suis dit, je vais leur prouver qu'ils n'ont pas raison. Pourquoi qu'ils m'ont mis en doute pour différentes raisons? Tu sais, les statistiques, là, je me souviens plus par cœur, là, mais il y en a énormément, là, les statistiques de ce parti en affaires en gestion de patrimoine. Si je me trompe pas, c'est pas loin de 70, peut-être 75% des gens qui débutent qui passeront pas à travers les 2-3 premières années. Donc ça, je me le faisais bien répéter par les collègues. Le fait d'être une jeune femme qui débutait aussi en gestion de patrimoine ou en services financiers, point. Je me suis fait beaucoup, beaucoup challenger. Au début, bonjour, je me présente. Toi, tu es l'adjointe de quelle équipe? Donc, je pense que le fait d'être une femme, on associe directement une femme à être adjointe. Puis, honnêtement, si j'avais pas d'adjointe aussi compétente, aussi travaillante aujourd'hui dans l'équipe, je serais pas où est-ce que je suis. Donc, je veux pas être péjorative, mais le fait d'étiqueter rapidement une personne, je crois, parce que j'étais une femme à l'époque, c'est sûr que je crois pas qu'on aurait abordé mon associé de la même façon, dans la même situation. Donc, moi, j'ai jamais douté. Les gens qui avaient une belle business autour de moi en gestion de patrimoine, en services financiers, eux, ils ont tout fait pour que je doute de moi-même, mais je suis encore là presque 10 ans plus tard. Ils ont manqué leur coup. Ils ont manqué leur coup. Dis-moi, puis tu as touché un point qui est important, Geneviève, ici. Tu sais, c'est, il y a des domaines où la présence de femmes, la présence féminine n'est pas aussi grande, puis il n'y a pas nécessairement une répartition équitable homme-femme. Puis le domaine où tu es, gestion du patrimoine, parce que là, tu sais, j'entends ce que tu disais tantôt. Écoute, 26-27 ans dans ces endroits-là, OK? Puis que là, tu te lances dans ce domaine-là. Tu sais, le petit bébé est arrivé, puis là, Geneviève, elle plonge pas dans... Elle va pas dans la pataugeuse, là. Geneviève, elle monte sur le tremplin de 20 pieds, puis elle saute dans la piscine profonde. Go, on y va. Donc, tu sais, oui, je peux comprendre la réaction de certains de tes collègues hommes au travail, mais la clientèle, elle, là, avec laquelle tu œuvrais, tu sollicitais, comment ils réagissaient par le fait de voir une femme, une jeune femme, on pourrait dire une blanc-bec, là, arriver, OK, toute fraîche, là, toute jeune, puis arriver dans un domaine dans lequel on trouve beaucoup plus d'hommes que de femmes? C'était quoi la réaction de la clientèle? Mais je te dirais que ça m'a servi. Je sais qu'il y a plusieurs femmes qui seraient peut-être pas d'accord avec ça, qui n'ont pas eu la même expérience que moi. Mais moi, c'est l'inverse. Tu sais, ça a été positif parce que j'ai servi autant des hommes que des femmes comme clients, comme entrepreneurs dans mon parcours, puis encore aujourd'hui, évidemment. Puis, lorsque je côtoyais des femmes investisseurs ou des femmes qui étaient en charge justement de gérer les avantages sociaux de l'entreprise, ils étaient contentes de parler à une femme. Puis ça, je me l'ai fait dire à maintes reprises. Puis encore aujourd'hui, je me le fais dire. Tu sais, je veux pas généraliser, mais je pense qu'en tant que femme, on est porté à être plus empathique, plus à l'écoute que la majorité des hommes. Je veux rien vous enlever. Vous avez d'autres qualités, mais c'est ça quand même. Donc, ça amène une force, je veux pas, dans une équipe, une force aux clients aussi d'être empathique, d'être capable de les écouter. Je pense qu'il y a des clients hommes entrepreneurs qui me disent des choses qu'ils ne diraient jamais à mon associé. C'est correct, tu sais. C'est une question de personnalité, de contexte, de à quel point qu'on est à l'aise et tout ça. Donc, moi, de mon côté, j'ai toujours vu ça comme une force. J'ai jamais senti que certaines personnes ne voulaient pas faire affaire avec moi parce que j'étais une femme. Des fois, je sens que le fit est peut-être moins bon pour différentes raisons. Et je sens le besoin de transférer certains clients à Antoine, mais l'inverse est aussi vrai. Antoine, des fois, il me dit, sais-tu quoi, Geneviève, peux-tu appeler telle personne, prendre rendez-vous avec? Je pense que ça va aller mieux. Donc ça, c'est une force d'équipe qu'on a bâtie ensemble. Puis, tu sais, il n'y a aucune gêne à se transférer des clients. Là, c'est la même business.
C'est les mêmes valeurs, de la même façon qu'on travaille, mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence qu'on ne peut pas plaire à tout le monde ou on n'arrivera peut-être pas au résultat et à la situation optimale avec ce client-là. Je vais l'avoir, il va être heureux, mais je crois qu'il serait encore mieux et plus satisfait avec Antoine pour différentes raisons. Donc, pour nous, c'est vraiment une force dans l'équipe qu'on soit évidemment un homme, une femme avec des backgrounds différents, de l'expérience différente. On se ressemble énormément, mais en même temps, on est ultra différents, Antoine et moi, puis c'est ce qui fait la force dans notre équipe, évidemment. Ouais. Vous êtes le yin et le yang dans votre cabinet. Ah, c'est très bon. Ouais. Dis-moi, en travaillant dans l'entreprise familiale, là, quelles ont été les principales réalisations là, que tu pourrais nous nommer qui te servent aujourd'hui en termes d'expérience, ces réalisations qui te servent dans ton domaine aujourd'hui? Ben, écoute, un peu dans la même lignée, là, c'est sûr que, mettez-vous dans le contexte, j'arrive, j'étais conseillère à la vente, comme je l'ai dit, derrière le comptoir. J'étais très bonne pendant quelques années en temps partiel. Ça a peut-être pris quelques années. Ensuite, j'ai été directrice des ressources humaines et directrice des ventes dans l'entreprise. Donc, je gérais une centaine de conseillères à la vente. C'est dans le domaine de la bijouterie. Donc, beaucoup de femmes dans ce milieu-là. Donc, je suis vraiment passée de deux opposés dans un sens en termes de répartition homme-femme. Mais les femmes étaient relativement plus âgées. Tu sais, à la vente, on voit souvent là, des femmes de, je dirais, en moyenne 40, 45, 50 ans. Des femmes d'expérience qui étaient dans l'entreprise familiale depuis déjà plusieurs années, qui ont connu ma grand-mère, qui ont connu mon grand-père, qui connaissent très bien, évidemment, mon père, mon oncle. Et là, j'arrive en étant un peu leur supérieur derrière le comptoir. Puis il faut que je fasse un meeting avec la gérante, que ça fait peut-être 20-25 ans qu'elle est là à gérer son équipe, à gérer son magasin, puis qui connaît à peu près tout dans l'entreprise, dans l'inventaire. Puis c'est la petite jeune qui porte le nom familial de l'entreprise qui arrive et qui fait un meeting. Donc, je suis jeune, je suis une femme, puis en plus, je suis la fille du patron. Ouais. Fait que dans ce temps-là, là, tu pars, je te dirais, à moins 500 points, là, c'est pas plus que ça, pour gagner le respect. Tant et aussi longtemps que tu n'as pas le respect de tes employés, de tes pairs, de tes collègues, peu importe ce que tu vas leur dire et de la façon que tu vas leur dire, le résultat ne suivra pas. Donc, en partant, je l'ai senti tout de suite. J'ai un flair, je l'ai toujours eu. Je rentre dans un magasin, je le savais. Donc, la meilleure façon de se faire respecter dans ce domaine-là, c'est évidemment d'être gentil, de saluer tout le monde. Ça, c'est la base, on s'entend. Mais c'est surtout de leur montrer que tu es capable de vendre toi aussi. Donc, une des choses, je pense que je suis le plus fière dans cette entreprise-là, c'est d'avoir gagné le respect de 100% des employés, surtout les employés à expérience, assez rapidement, je te dirais. Là, je pense que ça m'a pris peut-être 6 mois. Puis, il faut quand même que tu fasses le tour des magasins et tout ça. Puis, de la façon que je l'ai faite, c'est de cette façon-là. Je rentre dans un magasin, je salue tout le monde. J'ai de l'air bien naïve, bien jeune, mais rapidement, je fais une belle vente de plus de 10 000 dans le comptoir. Oh, là, on ne te regarde pas de la même façon. T'es jeune, mais t'es capable de vendre finalement. J'ai dit oui, justement, est-ce qu'on va dîner ensemble? J'ai plusieurs choses à discuter avec vous. Et là, le message passe. Beaucoup mieux. Tout à fait. Puis ça se résume à peu près ceci. Je le fais, je le dis. Je le dis, je le fais. Donc, 100%. C'est ça. Tu peux pas demander à des gens, que ce soit conseiller à la vente, que ce soit gestion des ressources humaines, tu peux pas leur demander d'arriver avec des résultats quand le chiffre d'affaires est plus difficile à faire. Si toi-même, tu n'es pas capable de le faire, puis tu ne leur démontres pas. Tu peux le dire, oui, je suis capable. Tant et aussi longtemps que tu n'es pas dans l'action puis ils ne le voient pas, tu n'auras jamais le respect. C'est la même chose dans notre domaine en service financier. Là. Donc, je peux bien exiger de mon équipe de faire 1, 2, 3, 4, mais si moi-même, je ne le fais pas, à un moment donné, tu prêches par l'exemple, tu ne te fais pas respecter par ton équipe, ils ne vont pas adhérer à mes demandes. Là. Ça revient au leadership. Là. Oui, tout à fait. Et là, ce que j'entends, j'ai un leadership là, qui est inspiré et inspirant, qui fait toute la différence. Dis-moi, en termes d'avantages sociaux, là, je sais que tu conseilles régulièrement les entreprises sur la mise en place de programmes
OK? Puis bon, il y a des renégociations parce que les régimes sociaux viennent à renouvellement ponctuellement dans le temps. Donc, quelle importance accordes-tu à ces programmes dans le cadre d'une stratégie globale au niveau d'une entreprise? Ben écoute, ça dépend tout le temps de la culture de l'entreprise, le type d'entreprise, le stade où ils sont rendus en termes de croissance, en termes de chiffre d'affaires, puis leurs défis. Donc, l'importance peut être très élevée à presque faible. Parce que ça dépend vraiment dans quel contexte qu'on est, dans quel domaine. Si l'entreprise me dit, écoute, moi, Geneviève, j'ai vraiment pas de difficulté à garder mes employés. Ils sont heureux, on a une table de ping-pong au bureau, on a une table de baby-foot, les employés vont jouer. Il y a une culture établie qui est ultra forte. Je veux un régime d'assurance collective parce que je veux être compétitif. Je veux continuer à rendre mes employés heureux. Ils sont tous jeunes, ils sont tous en santé. Peux-tu mettre quelque chose de base? On s'entend, ça ne sera pas des gros consommateurs de médicaments, tout ça, un peu plus peut-être de physiothérapeutes, massothérapeutes, psychologues. À quel point ça a de la priorité de cette entreprise-là puis de ces employés-là. Et effectivement, des fois, c'est pas nécessairement l'entrepreneur qui va me le dire, c'est moi qui vais le comprendre. Je vais questionner l'entrepreneur ou le directeur financier, directeur des ressources humaines de l'entreprise pour... Moi, mon rôle, c'est de comprendre qui êtes-vous, qui voulez-vous être à moyen, long terme et quels sont vos défis actuels et à venir. Après ça, selon ça, on va arriver avec des solutions. Donc, c'est difficile de répondre à ta question parce qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question-là. Ça dépend qui j'ai devant moi. Le contexte global, parce que, tu sais, on se le cachera pas, on est dans un monde et dans un modèle où on va parler de pénurie de main-d'œuvre. Moi, je parle plus de rareté de main-d'œuvre, là. Donc, on a une rareté de main-d'œuvre. On parle de fidélisation. Fidélisation, bien entendu, des personnes clés au niveau de l'entreprise. Mais on peut parler de conscience sociale aussi, sans avoir une difficulté de recruter puis de fidéliser la clientèle. Donc, il y a plusieurs facteurs. Et aussi, ben, aussi simple que ce soit, de contribuer au niveau sociétal, avoir des personnes qui sont bien, qui sont heureuses, puis de savoir que, on est en entreprise, puis c'est légitime de faire des profits, mais de partager aussi avec les personnes qui nous sont chères. Tu parlais de tes adjointes tantôt, comment ils contribuent à votre succès, à toi puis Antoine, mais c'est la même chose pour toute organisation. Donc, les buts, les objectifs sont différents d'une entreprise à l'autre. Oui, puis de façon globale, il faut regarder la rémunération globale de l'entreprise aussi, là. Donc, avantages sociaux, oui. Après ça, nous, dans notre équipe, on fait de l'éducation financière aussi pour les employés dans l'entreprise. On peut faire des présentations, des lunch and learn, des rendez-vous individuels avec les employés ou leurs familles parce que c'est prouvé par les études que oui, la santé, les saines habitudes de vie, c'est excellent, puis il faut en prendre soin. La gestion de l'anxiété aussi. Par contre, si on vit des stress financiers, c'est prouvé qu'on dort mal, que ça crée un stress, puis ça diminue la productivité au travail aussi. Donc, c'est tout à leur avantage aux employeurs de mettre en place justement des conseillers financiers, oui, qui vont les conseiller au niveau des avantages sociaux, mais qui vont aussi supporter leurs employés au niveau financier, au niveau de l'achat d'une nouvelle maison, quel type d'hypothèque qu'on prend et tout ça. On a une équipe aussi des partenaires d'affaires, courtiers hypothécaires. Donc, on est vraiment, on a vraiment un écosystème autour de notre équipe de différents professionnels pour venir bien soutenir l'entrepreneur, l'entreprise, mais surtout aussi ses employés. Donc, ça, pour nous, c'est important. En tant que jeune maman, 2 jeunes enfants, ils sont pas vieux, ils n'ont pas 18 ans, là. Donc, 2 jeunes enfants, comment gères-tu les défis maternité, maman, tout en poursuivant tes buts, tes rêves, tes objectifs et une carrière qui est exigeante aussi? Comment tu gères tout ça? Écoute, c'est une bonne question parce que tu n'es pas le premier à me poser cette question-là. Tu sais, des fois, je ne m'en rends pas compte, mais je me le fais beaucoup dire par l'entourage. Tu en as parlé aussi tantôt. Je pense que mon niveau d'énergie est super élevé. Ça m'aide à accomplir tout ça en même temps. Les saines habitudes de vie aussi donnent de l'énergie. Donc, le fait de bien manger, le fait de s'entraîner, le fait de bien dormir, c'est un cercle. Je ne veux pas dire que c'est un cercle vicieux, c'est un cercle positif de la vie. Ça m'aide énormément. Après ça, comment je gère ça? Bien, écoute, comme je te disais, les soupers familiaux, pour nous, c'est super important dans la maison. Est-ce que je suis là à tous les soupers, tous les soirs? La réalité, c'est que c'est non.
Mais souvent, les vendredis, samedis, dimanches, ça se passe en famille. Beaucoup de sport, évidemment, en famille avec les cocos. Mais le quotidien, écoute, du lundi au vendredi, tu sais, veux pas, ma fille est à la garderie, dernière année de garderie, elle rentre à la maternelle en septembre, mon gars est en première année. Je sais pas, tu sais, c'est l'amour qu'on a pour eux, je m'en rends pas tant compte, les semaines vont vite, le matin, souvent, je suis là. C'est sûr que mon mari est ultra impliqué, donc encore une fois, on parlait d'entourage tantôt, mais on s'entend que j'ai tout un allié à la maison aussi, là, qui me supporte dans mes millions de projets d'entrepreneur, dans mes sports, dans mes saines habitudes de vie. Ben, il est là pour me supporter. On est une équipe à la maison aussi. Puis je pense qu'on est une équipe très solide. Donc, dépendamment de nos horaires, ben, lui, il va être ultra présent. D'autres fois, comme justement, meilleur exemple, ce soir, c'est lui qui joue au hockey. C'est moi qui vais être avec les enfants. Mon gars, sa game de soccer, je vais être présente. Donc, je pense que c'est de communiquer, tu sais, de communiquer constamment avec son conjoint, sa conjointe pour la gestion des horaires. Puis aussi de se garder du temps en couple. Donc, on se fait des week-ends de couple. On revient justement d'un beau voyage en amoureux sans les enfants. Donc, je pense qu'on a été un individu avant de se connaître en tant que couple. Ensuite, on a bâti un couple. Puis ensuite, on a bâti une famille. Fait que je pense que ces trois aspects-là sont super importants. Puis on l'applique énormément. L'autre élément, tu sais, on a quatre grands-parents très proches de nous, autant au niveau géographique qu'au niveau si je peux dire, sentimentale. Donc, il nous supporte énormément si on a un imprévu, si on a quelque chose en soirée ou peu importe, ou je sais que je vais arriver un peu plus tard, mon conjoint n'est pas là pour différentes raisons, mais ils peuvent aller les chercher, débuter le souper, puis par la suite, on prend le relais. Donc, d'avoir un entourage quand on a une famille puis qu'on a une vie quotidienne super occupée, bien, ça aussi, c'est la clé. Puis lorsque les grands-parents sont en voyage, sont non disponibles, bien, j'ai un réseau d'à peu près 5 gardiens-gardiennes. Par contre, j'ai pas eu des enfants pour tout le temps les faire garder, là, donc comprenez-moi bien que j'essaie d'être présente le plus possible, puis quand je suis présente, j'essaie d'être là à 400%. Mais mes enfants comprennent que maman, papa travaillent, ils comprennent que c'est important. C'est important que nous, on soit heureux. Moi, j'ai toujours dit, si moi, je suis heureuse, mes enfants vont le sentir, puis ils vont probablement mieux vivre que si j'arrive à la maison frustrée, puis pas heureuse, puis pas épanouie. Puis ce que j'entends chez toi, Geneviève, puis je disais tantôt que je te connais un petit brin pas mal. Donc, tu sais, c'est l'accomplissement personnel. Tu sais, oui, tu as un agenda, un carnet de travail qui est occupé. T'es méthodique, structuré, on ne viendra pas là-dessus. Donc, t'es bien alimenté partout, bon réseau, etc. Mais c'est tous des éléments que tu as construits. Mais, tu sais, c'est pas nécessairement d'accumuler juste de l'argent dans le compte de banque. Là. Tu sais, ça te permet de t'accomplir, tu as besoin de ça. Là, ça fait partie de ton ADN vital. 100%. Ça fait partie de ton ADN. Puis en parlant d'ADN, hein, on pourrait parler d'ADN de femme d'affaires. Donc, quel conseil pourrais-tu donner aux femmes qui nous entendent, puis peut-être aux hommes qui pourraient passer à leurs femmes le message, mais quel conseil pourrais-tu partager aux femmes qui nous écoutent, OK, pour développer leur rôle et leur capacité de leadership tout en étant équilibrées dans l'ensemble de leurs responsabilités? Quel conseil tu pourrais partager? Je pense que le meilleur conseil que je peux vous dire, c'est de croire en soi, de jamais avoir de doute quand tu as une idée, de juste passer à l'action. Pas juste de la dire. À un moment donné, il faut passer à l'action puis le concrétiser. Après ça, est-ce que ça fonctionne, ça fonctionne pas? Je pense que tout est dans l'attitude et un peu dans la croyance puis de la façon qu'on va le faire. Si je m'en vais sur une piste de ski, je me dis, oh boy, elle va être difficile, celle-là, c'est sûr, je tombe. Des bonnes chances que je tombe. Ouais. Si j'arrive sur la même piste de ski, je me dis, wow, là, je vais avoir du fun. Let's do it. Puis je descends jusqu'en bas. Il y a des bonnes chances que je skie bien cette piste-là. Donc, je pense que le mental est super important, l'attitude, la confiance en soi, de la façon qu'on voit aussi les obstacles. Je suis une fille ultra optimiste. Ça m'a toujours servi. Je vois le verre tout le temps qui déborde, pas à moitié plein, il déborde le verre. Je ne vois que du bon et du positif dans les gens qui m'entourent, dans les situations qui sont plus difficiles. Puis, moi, ça serait vraiment ça mon conseil. Puis après ça,
l'échec fait partie des expériences, puis l'échec est positif en soi. Mais c'est de la façon qu'on va surmonter l'échec, puis qu'on va se relever les manches, puis continuer, puis apprendre de ça. Tout à fait. Puis ça me ramène sur une citation de Johnny Depp, le célèbre pirate des Caraïbes. Dans un de ses films, Jack Sparrow disait: le problème n'est pas le problème. Le problème est ton attitude face au problème. Donc, change ta vision. Regarde le problème, la situation, l'événement d'un œil différent, ce que tu es en train de parler. Tu vas trouver une solution, tu vas trouver une voie de sortie, tu vas trouver une issue, puis tu vas être en mesure de t'accomplir. Mais c'est bon de rencontrer des problèmes, comme tu le dis. Ça permet d'acquérir et de développer des compétences, des talents qui souvent sont cachés en nous et qui ne demandent juste qu'à émerger. Donc, changer d'attitude, regarder d'une façon différente. Exact. Un autre élément, excuse-moi François, pendant que tu parles, j'y ai pensé, mais je l'ai dit souvent là, dans les dernières 50 minutes là, de bien s'entourer, mais tu parles qu'on se connaît déjà depuis plusieurs années. Quand on regarde les athlètes olympiques, qu'on se pose la question combien de coachs ils ont autour d'eux pour arriver aux Jeux olympiques, ils en ont probablement pas loin d'une dizaine. Là. Donc, ça aussi, ça fait partie de mon entourage. Je parle de la famille, des gardiens, je parle des collègues de travail, mon associé, les adjointes, mais j'ai des mentors autour de moi, puis j'ai énormément de coachs autour de moi, dont toi d'ailleurs. J'ai parlé de mon père un peu plus tôt, mais je pense que j'ai côtoyé 5-6 coachs dans les dernières années. Puis ça fait partie justement d'apprendre, de s'améliorer, de mieux se connaître, puis de relever les défis de la bonne façon. Oui, puis en termes d'avenir, quels sont tes projets futurs, tant sur le plan personnel que professionnel? J'en ai plein. Qui sont racontables. Qui sont racontables. Parce que des fois, non, mais racontables dans le sens que des fois, on peut travailler sur un projet, mais on ne peut pas le divulguer parce que, bon, ça touche des éléments sensibles. Oui, c'est sûr. Mais non, mais on a parlé de mes enfants, donc je souhaite qu'ils soient aussi heureux que je le suis aujourd'hui. Puis qu'ils ne trouvent pas leur bonheur là, à 30, 40, 50 ans, mais que leur bonheur les suive à chaque année, à chaque étape de leur vie. Ça, pour moi, c'est super important. Fait que ce soit bon à l'école ou qu'il y ait la difficulté à l'école, on le gérera. Que ça aille bien socialement ou que ça soit compliqué socialement, on le gérera, on trouvera des solutions. Mais qu'ils se sentent bien dans leur corps et en tout temps, puis qu'ils soient heureux, épanouis. Ça, pour moi, ça serait le plus beau cadeau du monde au niveau personnel, familial. Au niveau professionnel, ça va être quétaine ce que je veux dire, mais de continuer d'être épanouie, continuer à être heureuse, continuer à conserver mes saines habitudes de vie parce que des fois, ça ne prend pas grand-chose qu'on peut tomber dans l'excès du travail, dans l'excès outre. Donc, je me souhaite de rester simple puis de continuer à être heureuse et épanouie. C'est super, ça. Puis dis-moi, on tire à la fin, là, mais t'envisages-tu de relever de nouveaux défis dans de nouveaux secteurs d'activité ou te lancer dans un nouveau secteur d'activité éventuellement? Possiblement. Je te vois rire. Possiblement. Suivez-moi. Okay. Il va y avoir des bonnes nouvelles au mois de juillet. C'est bon. Quand je parlais d'informations sensibles tantôt, c'en est une, ça. Suivez-moi, là. Check. Exact. On va dire ça en québécois. Checkez-moi aller. Quelque chose de nouveau qui s'en vient. OK. C'est bon. Dis-moi, Geneviève, rendu à ce moment-ci, je t'avais demandé de te préparer puis de nous préparer 2 compétences, OK, pour nos auditeurs, nos auditrices, 2 compétences que tu identifies comme étant des compétences clés chez toi qui te permettent d'être la personne que tu es et de te démarquer dans ton domaine. Donc, quelles seraient ces 2 compétences-là que tu pourrais nous partager? Je l'ai répété souvent, là, mais une des compétences qui me démarque et qui fait en sorte que ma business va bien puis ça a bien débuté aussi au départ, j'ai vraiment une aisance avec les gens, tisser des liens de confiance et d'amitié rapidement. L'autre compétence qui me distingue et qui fait la personne que je suis aujourd'hui, c'est que j'ose. J'ai tout le temps osé, j'ai jamais été gênée de poser des questions aux bonnes personnes. À un moment donné, il ne faut pas que tu aies d'orgueil. Tu veux apprendre, tu veux comprendre. Prends le téléphone,
pose tes questions, passe à l'action. Fait que ça, pour moi, je pense que c'est vraiment 2 compétences clés que j'ai toujours mis en application et évidemment que je continue de faire. C'est très bon. Puis, sur ta dernière compétence, je trouve ça vraiment pertinent. C'est Carol Dweck, une écrivaine américaine. Je pense que son livre en anglais s'appelle Mindset. En français, c'est Oser réussir. Et je ne sais pas si tu le connais, mais dans son livre, je te le recommande. Oser réussir, Mindset. Puis dans son livre, elle parle que... Je m'en vais l'acheter. Elle parle que chez l'humain, il y a 2 états d'esprit. Il y a un état d'esprit fixe, puis un état d'esprit qui est en progression. Donc, l'état d'esprit qui est en progression, là, tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui est vraiment là-dedans, parce que l'état d'esprit fixe n'est pas nécessairement tourné vers l'apprentissage, vers le dépassement, etc. Puis l'état d'esprit en développement, lui, oui. Donc, puis le titre touche exactement ce que tu viens de dire, oser réussir. Donc, c'est vraiment très pertinent. Maintenant, ma demande ultime. Quel cadeau peux-tu offrir à nos auditeurs, nos auditrices, que ce soit une citation, une expression ou un conseil judicieux? Je pense que le meilleur conseil cadeau que je peux vous faire part, c'est de trouver votre passion, trouver votre X, comme on dit au Québec. Lorsqu'on est passionné, le reste suit. Les gens le ressentent, vous vous sentez bien, puis vous continuez d'avancer dans la lignée que vous voulez. Donc, je pense que lorsqu'on trouve notre passion, le reste suit. Je ne sais pas si je te l'ai déjà partagé, Geneviève. Je travaille beaucoup avec des acronymes dans mes relations clients. Puis, ce que je dis dans le langage, dans le jargon québécois, il y a un mot qui va revenir souvent. On va dire qu'une personne qui sort des sentiers battus, on va dire, elle a du pic, elle a du cran. Elle a du caractère. Donc, le PIC, j'en ai fait un acronyme. Et je pense que ça te résume assez bien. Donc, le P de PIC, c'est la passion. Donc, la passion... On s'en était même pas parlé non, en plus avant. Tu le savais pas, je t'en avais jamais parlé. Donc, la passion, puis la passion va quand tu es passionné par ton sujet, quand tu es passionné par ton histoire, par ce que tu fais, par ce que tu proposes, l'accompagnement que tu offres. Donc, la passion vend, tu n'as pas besoin de vendre. La passion vient convertir un processus de vente en un cycle d'achat. Un autre élément, le I. Le I, c'est l'intensité. Donc, tu es une personne, au niveau relationnel, tu es très intense. Pas intense, agressive, intense parce que tu es présent, tu es à l'écoute, on te sent, tout le long de l'entrevue, on te sent. Donc, ton intensité-là, pas une intensité qui est dérangeante, qui est agressive, mais une intensité qui est inspirée et inspirante. Et le C, tu en as parlé à plusieurs reprises, la confiance en soi. Ouais. Et la confiance en soi, c'est un des éléments, sinon l'élément de l'équation qui est souvent défaillant chez bien des personnes, bien des entrepreneurs. Donc, on tombe dans le doute et là, à ce moment-là, mais ça se met à s'enliser, puis à s'envenimer, puis on a de la difficulté à s'en sortir. Donc, Geneviève Lavigueur est là du pic. C'est bon. C'est bon, je vais la retenir. Donc, à ce moment-ci, je fais une petite conclusion, une petite rétrospective. Une personne inspirée, inspirante, qui nous a partagé son parcours aujourd'hui, un parcours qui est impressionnant puis qui illustre parfaitement comment on peut équilibrer succès professionnel, passion personnelle et familiale, un équilibre parfait. Avec une solide fondation dans le domaine de la kinésiologie, tu as su évoluer dans un monde de leadership dans différents secteurs, dont le secteur financier, toujours en jouant un rôle actif et présent dans toutes les sphères où tu te retrouves. Si je parle de gestion du patrimoine, tu as développé des capacités comme conseillère afin d'atteindre l'efficacité sur les avantages sociaux, sur la relation avec la clientèle et toujours dans un bénéfice de répondre aux besoins des clients. Tu en as parlé beaucoup tantôt. Donc, un engagement profond à apporter une valeur ajoutée sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Donc, ton témoignage, ton histoire, là, c'est vraiment puissant. Ça démontre beaucoup de détermination, d'éducation, de savoir-être, de savoir-faire. Et je parle souvent des 4 savoirs chez l'humain, le savoir, savoir-être, savoir-faire et le savoir durable.
Donc, espérons que toute ton expérience que tu nous as partagée fera partie du savoir durable pour nos auditeurs, nos auditrices. Merci beaucoup, François. Bien, merci à toi, Geneviève. C'est un privilège de t'avoir reçu, puis au plaisir de te revoir bientôt. Mais avant que tu nous quittes, dernier point. Les gens là, qui t'ont écouté, qui t'ont entendu, là, puis ils disent, écoute, elle est donc bien le fun, cette femme-là. Donc, on fait comment pour te rejoindre? Vous pouvez aller sur mon profil LinkedIn, Geneviève Lavigueur. Je suis conseillère en gestion de patrimoine, donc c'est le titre qui apparaît sur mon LinkedIn. Vous pouvez me contacter aussi par courriel. Donc, Geneviève, en fait, allez-y avec @santé.com. Mais je pense que la meilleure façon et le plus simple et efficace, c'est LinkedIn. LinkedIn. Donc, merci beaucoup encore une fois. Très grande générosité. Partage très pertinent. Et pour nos auditeurs, nos auditrices, je vous invite à aller voir sur la page LinkedIn de Geneviève, en apprendre davantage sur elle. Personne très inspirée, très inspirante, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. Et je vous invite à suivre les prochains épisodes du podcast « Ceci n'est pas du coaching ». Merci tout le monde et à très bientôt.